Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Nucléaire iranien, l'option militaire américaine est-elle toujours envisageable? Iran, quelle stratégie pour les États-Unis? La présence croissante de l'Iran en Afrique du Nord. Et enfin, les droits de douane imposés par Donald Trump divisent l'opinion américaine. Les tensions s'intensifient et les interrogations se multiplient. Les États-Unis sont-ils à l'aube d'une action militaire contre l'Iran? Dans un climat marqué par les provocations répétées et l'escalade régionale, Washington évalue les risques d'une confrontation directe, allant des frappes ciblées contre les milices pro-iraniennes à la montée des pressions politiques internes. Un changement stratégique est-il en cours? Quelle est la ligne directrice de la politique américaine? Parallèlement, l'Iran poursuit son expansion au-delà du Golfe. En Afrique du Nord, Téhéran accroît son influence par l'entremise de réseaux indirects de la diplomatie et d'initiatives économiques, suscitant des inquiétudes croissantes de Rabat à Washington. Quels sont les objectifs de cette stratégie discrète et quelles réponses les États-Unis peuvent-ils y opposer? Enfin, nous aborderons la politique commerciale de Donald Trump en seconde partie, notamment ses droits de douane destinés à protéger l'industrie nationale. Perçu par certains comme un acte de patriotisme économique et par d'autres comme un frein à la croissance, ces choix divisent profondément le pays. Entre soutien résolu et critiques virulentes, où se situe réellement l'intérêt national? Pour discuter de ces sujets, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir trois invités éminents. Le général Mark Kimmitt, ancien secrétaire d'État adjoint chargé des affaires politico-militaires et ancien haut responsable du département de la Défense pour le Moyen-Orient. Il a également occupé les fonctions de directeur adjoint de la stratégie et de la planification au sein du commandement central américain, de directeur adjoint des opérations et de porte-parole militaire de la coalition en Irak. Il a aussi exercé au siège de l'OTAN en Belgique. Nous recevons également Ramesh Separad, universitaire d'origine iranienne, chercheur, spécialiste du Moyen-Orient au Collège des Affaires publiques de l'Université de Baltimore. Elle préside par ailleurs le conseil consultatif de l'organisation irano-américaine. Dans la seconde partie de cet épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir Lori Watkins, conseillère politique, ancienne collaboratrice de l'administration du président Obama et experte en politique intérieure et étrangère. Forte de 22 années d'expérience en relations gouvernementales et en politique publique, elle est également spécialisée dans l'élaboration de programmes législatifs, la gestion de cadres réglementaires complexes et la mise en œuvre de réformes influentes à l'échelle locale, fédérale et internationale. Également avec nous, comme à l'accoutumée, notre chroniqueur, George Landry, président de l'Institut Frontiers of Freedom, un centre de recherche en politique publique conservatrice fondé par l'ancien sénateur Malcolm Wallop. Alors avant de lancer le débat, on va retrouver notre correspondante Sholouk Diable qui va nous présenter un rapport consacré à la possibilité d'un affrontement militaire entre les États-Unis et l'Iran. Nous vous écoutons, Sholouk. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran connaissent une intensification préoccupante, ravivant les craintes d'une confrontation militaire imminente entre les deux puissances. La semaine dernière, Washington a significativement renforcé sa présence militaire au Moyen-Orient, en déployant des avions de chasse B-2, des bombardiers furtifs F-35, ainsi que des batteries de missiles Patriot.
Deux ports d'avions, USS Harry S. Truman et USS Carl Vinson, ont également été dépêchés dans la région. Cette montée en puissance militaire survient alors que le président Donald Trump menace de recourir à des frappes aériennes contre l'Iran, à moins que ce dernier n'accepte pas un nouvel accord sur le nucléaire. En réaction, Téhéran a lancé de sévères mises en garde à l'adresse de plusieurs États voisins, Irak, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar, Turquie et Bahreïn, les exhortant à ne pas autoriser l'usage de leur territoire ou de leur espace aérien pour des opérations américaines, sous peine de représailles qualifiées d'immédiates et sévères. Parallèlement, l'Iran a élevé son niveau d'alerte militaire et écarté toute perspective de dialogue direct avec les États-Unis. De leur côté, les autorités américaines se disent disposées à engager des négociations indirectes par l'intermédiaire de médiateurs, notamment le sultanat d'Oman. Sur le plan international, la France a averti qu'en l'absence d'un nouvel accord nucléaire, un affrontement armé pourrait devenir inévitable, appelant à la relance urgente des efforts diplomatiques. La Russie, pour sa part, a jugé les menaces formulées par le président Trump à l'encontre de l'Iran inacceptables et contraires au droit international, soulignant l'importance de privilégier la voie du dialogue pour éviter toute escalade. Dans ce contexte de tension accrue, une question s'impose. Un affrontement militaire entre les États-Unis et l'Iran n'est-il désormais qu'une question de temps? Les jours et les semaines à venir seront déterminants, tant pour l'évolution de la situation que pour l'intensification des appels à la retenue et un retour à la table des négociations. Revenons vers vous, Marc. Merci Shourouk. Alors George Landrich, je vais commencer par un rappel de quelques dates clés des relations conflictuelles entre les États-Unis et l'Iran. 1979, la révolution islamique. 1986, l'Iran Gate sous la présidence de Ronald Reagan. 1990, la guerre Iran-Irak, puis au début des années 2000, le président George W. Bush intègre l'Iran aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord dans ce qu'il appelait l'axe du mal. Nous arrivons à la période actuelle avec les négociations autour du nucléaire iranien. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre? Comment analyser l'état actuel des relations entre Washington et Téhéran à la lumière de ce passé tumultueux? C'est une excellente question, car la situation est en effet particulièrement complexe. Il me semble essentiel d'opérer une distinction nette entre le peuple iranien et le régime en place. Le peuple iranien, à bien des égards, est l'une des premières victimes de ce régime autoritaire, tout comme le sont les populations des pays vers lesquels l'Iran exporte l'instabilité, voire le terrorisme. Il est donc parfaitement légitime d'adopter une position de fermeté, voire d'hostilité à l'égard du régime iranien. Mais il importe également de ne pas confondre ce régime avec la nation iranienne dans son ensemble. Si l'on se penche sur l'histoire, on constate que l'Iran a longtemps été un allié stratégique des États-Unis. À titre d'exemple, de nombreuses missions de reconnaissance U-2 au-dessus du territoire soviétique ont été lancées depuis des bases aériennes situées à Téhéran. À l'époque du Shah, l'Iran entretenait également des relations étroites avec Israël et l'Occident. C'était un partenaire clé dans la région. Le changement est survenu avec l'avènement du régime actuel. L'Iran possède un riche héritage culturel et religieux avec une majorité musulmane, mais également des communautés juives et chrétiennes qui, sous l'ancien régime, coexistaient pacifiquement et bénéficiaient d'un certain épanouissement. C'est pourquoi il me semble essentiel de distinguer clairement entre les aspirations du peuple iranien et les ambitions du régime. Ce dernier ne saurait être considéré comme un allié. En revanche, le peuple iranien, lui, il peut l'être. Général Mark Kimmitt, selon les services de renseignement, le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, n'est pas trop optimiste quant aux pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire. Alors, compte tenu de votre expérience en tant que planificateur militaire au sein du commandement central américain, ainsi que de votre engagement prolongé en Irak au début des années 2000, comment analysez-vous la situation actuelle dans le contexte des négociations en cours? Avant toute chose, il convient de rappeler que l'Iran ne dispose pas à l'heure actuelle d'armes nucléaires. Cela étant dit, il possède les capacités techniques nécessaires pour convertir rapidement son uranium enrichi en une arme nucléaire opérationnelle.
Des incertitudes subsistent quant à sa capacité à intégrer une telle arme dans un vecteur utilisable de manière efficace contre une cible. Cependant, la seule perspective de voir l'Iran accéder à l'arme nucléaire soulève de graves inquiétudes à plusieurs niveaux. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu bilatéral entre l'Iran et les États-Unis, mais d'un facteur de déstabilisation globale pour la région. Le véritable défi réside dans le risque de prolifération. Si l'Iran venait à se doter de l'arme nucléaire, il est presque certain que d'autres puissances régionales telles que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis chercheraient à en faire autant. C'est précisément sur cette problématique que se concentrent les États-Unis. Non seulement sur les capacités militaires de l'Iran, mais surtout sur le danger que représenterait une prolifération nucléaire au Moyen-Orient. C'est également un sujet central dans les discussions que nous menions au sein du commandement central américain avec nos partenaires régionaux. Quant aux mouvements militaires observés actuellement, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens, ils ne correspondent pas, à mon sens, aux préparatifs d'un conflit imminent. Ils traduisent plutôt une posture défensive renforcée. En somme, je ne crois pas que nous soyons proches d'une confrontation militaire directe avec l'Iran. Ramesh Separad, en tant que chercheur spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient et citoyenne américaine d'origine iranienne, vous avez suivi de près l'évolution de ce dossier tout au long de votre carrière. Alors où en sommes-nous aujourd'hui en comparaison avec la période de l'administration Obama, marquée par l'accord sur le nucléaire iranien, avant d'être annulé par son successeur, le président Trump, puis partiellement relancé sous le président Biden, avant d'être aujourd'hui à nouveau remis en cause? Alors comment analysez-vous cette dynamique cyclique et instable des négociations avec l'Iran? Et selon vous, quelle devrait être la voie à suivre pour les États-Unis dans ce contexte? Je crois que vous soulevez là un point essentiel. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont mené à l'égard de l'Iran une succession de politiques qui se sont révélées inefficaces. Nous sommes passés d'une stratégie d'endiguement, puis de double endiguement, à une politique d'apaisement qui au final s'est faite au détriment du peuple iranien. Georges, vous avez évoqué la distinction entre le régime iranien et le peuple iranien. C'est une nuance fondamentale. À cet égard, toute future administration américaine, notamment une seconde présidence Trump, devrait recentrer sa politique sur le peuple iranien. Et oui, l'ayatollah Khamenei souhaite se doter de l'arme nucléaire. Le régime iranien poursuit cet objectif et cherche les moyens d'y parvenir. Ça représente un défi majeur et il ne faut pas perdre de vue que ce même peuple iranien rejette massivement ce régime. Khamenei ne bénéficie plus du même poids régional, surtout depuis la disparition de figures clés comme Qasem Soleimani. Et Hassan Nasrallah est de moins en moins présent sur la scène régionale et même les Houthis semblent aujourd'hui délaissés par Téhéran, preuve de fragilité du régime. Cette perte d'influence doit être perçue comme une opportunité de réajustement stratégique. Il est temps de mettre en place une politique qui serve les intérêts véritables de la région, à savoir la paix, la stabilité et le désarmement nucléaire. Cela permettrait d'éviter une dangereuse course aux armements, notamment avec l'Arabie saoudite. En somme, c'est dans l'analyse des échecs passés que se trouve la clé pour définir une politique plus cohérente et durable. Je vous propose maintenant de suivre l'analyse d'un article publié récemment dans le magazine américain Newsweek intitulé « Iran-États-Unis, menace de guerre, 7 signaux à surveiller ». Le magazine américain Newsweek a récemment publié un article intitulé « Iran, États-Unis, menace de guerre, 7 signes à surveiller ». L'article rappelle qu'en 2018, le président Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global commun. Bien que Trump ait affirmé privilégier la diplomatie et le dialogue pour instaurer la paix au Moyen-Orient, il n'a pas écarté la possibilité d'une intervention militaire. Cette posture s'est traduite par un déploiement rapide des forces américaines dans la région. Le magazine identifie plusieurs indicateurs de tension croissante entre Washington et Téhéran. D'un côté, les États-Unis ont effectué des survols stratégiques de bombardiers B-52 à proximité de l'Iran. De l'autre, l'Iran a renforcé ses capacités militaires, notamment par l'installation de systèmes de défense aérienne sophistiqués autour du détroit d'Ormuz, tout en intensifiant ses opérations dans la région, en dépit des lourdes sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Malgré ces pressions, les efforts visant à ramener l'Iran à la table des négociations n'ont à
ce jour pas abouti. L'Agence internationale de l'énergie atomique estime que le niveau d'enrichissement d'uranium atteint par l'Iran s'approche dangereusement du seuil nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. Le magazine souligne également que la campagne militaire américaine contre les Houthis au Yémen envoie un signal fort sur l'attachement de Washington à la sécurité maritime et économique de la région. Il met en avant les partenariats solides entre les États-Unis, Israël et plusieurs États du Golfe dans le cadre de leur stratégie sécuritaire régionale. En conclusion, Newsweek note que malgré la montée des tensions, les deux parties affichent encore une volonté de privilégier les solutions diplomatiques. Toutefois, au regard de la rhétorique de plus en plus menaçante du président Trump et des déclarations provocatrices iraniennes, l'éventualité d'un recours à la force militaire demeure envisageable en cas d'échec du dialogue. Bien, un article très instructif qui met en lumière 7 signaux d'alerte potentiels. Alors Georges, pourriez-vous revenir sur l'histoire des pays qui ont volontairement renoncé à leur capacité nucléaire ? 2 exemples me viennent à l'esprit. Le premier est celui de l'Ukraine, qui à la suite de la dissolution de l'Union soviétique a restitué ses armes nucléaires à la Russie en 1994 dans le cadre du mémorandum de Budapest. Le second pays est la Libye. Sous le régime de Mohamed Kadhafi, le pays a abandonné son programme nucléaire dans un effort de normalisation avec la communauté internationale. Puis Kadhafi a été renversé et tué. Alors, lorsqu'un État décide de renoncer à son ambition nucléaire, les retombées sont-elles nécessairement positives? Plus largement, comment ces expériences influencent-elles aujourd'hui la perception stratégique des États qui envisagent ou possèdent des programmes nucléaires? Il convient d'opérer une distinction entre les différents cas de renoncement aux capacités militaires. Un tel abandon peut s'avérer bénéfique, comme en témoigne l'exemple du Japon, qui, en dépit de sa démilitarisation, est devenu l'une des principales puissances économiques mondiales. Toutefois, le contexte géopolitique propre à chaque pays joue un rôle déterminant. L'Ukraine en constitue une illustration frappante. L'un des défis majeurs réside dans la fiabilité des accords conclus, notamment avec des États tels que la Russie, dont le non-respect des engagements est notoire. L'histoire russe, marquée par des figures autoritaires comme Joseph Staline ou Vladimir Poutine, révèle une tendance persistante à l'expansionnisme et à la domination régionale. Cette posture explique les menaces nucléaires répétées à l'encontre des pays voisins. Cela étant dit, la dynamique au Moyen-Orient semble différente. Il n'existe pas de preuve tangible qu'un État de la région cherche à dominer l'ensemble du monde arabe. La plupart des pays aspirent avant tout à la sécurité, à la stabilité, à la préservation de leur souveraineté, plutôt qu'à l'hégémonie régionale. Mark Emmett, l'une des propositions formulées par le président Donald Trump consiste à engager des négociations directes entre les deux parties. Peut-on, à l'heure actuelle, considérer qu'il existe des perspectives concrètes pour une relance effective de la voie diplomatique ? Nous nourrissons l'espoir que les premiers efforts se concentreront sur l'ouverture de négociations directes accompagnées d'une compréhension mutuelle des concessions nécessaires à consentir pour atteindre l'objectif commun, empêcher l'Iran d'accéder au statut d'État nucléaire. Il s'agit là d'un premier signe indiquant que malgré ces déclarations affirmant que les États-Unis ne sont pas un partenaire de négociation légitime, l'Iran semble soit disposé à entamer un dialogue, soit contraint de le faire. Ce choix découlerait de la conviction que l'absence de négociation pourrait entraîner des conséquences bien plus lourdes que la seule pression maximale exercée par Washington, notamment la possibilité d'une confrontation militaire que les États-Unis pourraient envisager pour régler ce dossier. Ramesh Separad, pourriez-vous nous éclairer sur les agents que l'Iran utilise comme relais d'influence dans la région ainsi que sur leur position actuelle? Nous avons constaté l'implication d'Israël dans la déstabilisation de certaines régions sous contrôle du Hamas et du Hezbollah. Par ailleurs, sous l'administration Trump, les États-Unis ont mené des frappes ciblées contre les Houthis au Yémen. Dans ce contexte, quelle est aujourd'hui la situation de l'Iran, tant sur le plan économique que diplomatique? À mon sens, la véritable clé pour définir une politique juste à l'égard de l'Iran réside dans le rejet du régime par le peuple iranien lui-même. Lorsque les citoyens descendent dans la rue en scandant mort au dictateur et affirment clairement leur aspiration à un régime démocratique en rejetant à la fois l'ancien pouvoir monarchique et le régime théocratique actuel, cela constitue un signal fort que nous devons entendre. Par ailleurs, l'influence régionale de l'Iran s'est nettement affaiblie. Les relais du régime et ses groupes affiliés
affiliés ont vu leur capacité d'action considérablement réduite. Cela témoigne de l'échec de la stratégie iranienne fondée sur l'exportation du terrorisme et de l'instabilité. Il est donc temps, plus que jamais, d'écouter avec lucidité la voix du peuple iranien et de prendre en compte sa volonté pour orienter les choix politiques à venir. Général Kimit, quel est votre point de vue? Il est crucial de comprendre qu'il existe une forte probabilité que des organisations telles que le Hamas et le Hezbollah puissent reconstruire leurs capacités. Il y a indéniablement une relation entre l'Iran à travers la force Quds et les forces de mobilisation populaire en Irak. Les Houthis, bien qu'affaiblis, restent actifs. Et bien que leur capacité militaire ait diminué de 75%, ils ne sont pas encore vaincus. Cependant, l'assassinat de Qasem Soleimani a constitué un coup particulièrement dur porté au réseau de mandataires iraniens dans la région ces dernières années. Je vous remercie. L'Iran a considérablement élargi ces dernières années son influence au-delà de ses frontières. Rabat a publiquement accusé Téhéran et son allié libanais, le Hezbollah, de soutenir les mouvements séparatistes au Sahara, estimant que cela exacerbe les divergences diplomatiques et soulève des préoccupations sécuritaires majeures. En réponse, le Maroc a renforcé son alliance avec les États-Unis par le biais de la coopération militaire, du partage de renseignements et de la coordination stratégique. Alors je vous propose un rappel du contexte politique dans le cadre du reportage suivant. Alors que l'Iran intensifie ses activités au Moyen-Orient et dans le Golfe, des préoccupations croissantes émergent quant à son expansion silencieuse en Afrique du Nord, notamment par le biais de l'Algérie. Selon plusieurs rapports émanant de services de renseignements occidentaux, Alger serait devenu un partenaire stratégique clé de Téhéran dans le cadre de son nouveau projet d'influence régionale. L'alliance entre les régimes iranien et algérien dépasse aujourd'hui le cadre d'un simple rapprochement diplomatique. En coulisses, des sources diplomatiques évoque une intensification du soutien militaire et logistique de l'Iran au Front Polisario. Des rapports récents ont révélé l'acheminement de drones et de missiles à courte portée vers les camps de Tindouf par des circuits non conventionnels, ces équipements portant, selon les analystes, la signature des gardiens de la révolution islamique, tant en matière de financement que de formation. Le Washington Post a confirmé la présence de combattants du Front Polisario en Syrie, où ils auraient reçu un entraînement militaire dispensé par des forces iraniennes, confortant ainsi l'hypothèse d'une alliance tactique et stratégique entre Alger et Téhéran, visant à affaiblir les intérêts américains et ceux de leurs alliés dans la région. La stratégie iranienne semble claire, créer et soutenir un foyer d'instabilité dans l'environnement régional immédiat du Maroc, à l'image de ses interventions au Liban, en Syrie et au Yémen. Le Royaume, reconnu pour sa stabilité politique et sa position géostratégique cruciale, représente une cible privilégiée dans la confrontation ouverte que mène l'Iran contre l'Occident et ses partenaires. Rabat, pleinement conscient de cette menace, a réagi avec fermeté. La dénonciation officielle de la coopération militaire entre Téhéran et le Front Polisario a conduit à la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran en 2018, que le Maroc considère comme un acte légitime de défense de sa souveraineté et de sa sécurité nationale. Aux États-Unis, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler la communauté internationale à agir face à cette dynamique d'expansion iranienne. Celle-ci ne menace pas seulement la stabilité du Maroc, mais risque également de favoriser l'émergence de nouveaux foyers de radicalisation et d'instabilité en Afrique de l'Ouest et dans la région sahélienne, déjà fragilisée par l'insécurité chronique et la présence de groupes extrémistes. Général Kimit, l'exercice militaire African Lion, dirigé par les États-Unis et le Maroc, se tiendra prochainement. Il constitue la plus vaste manœuvre militaire conduite par les États-Unis sur le continent africain. Cet événement représente une opportunité stratégique majeure pour Washington et Rabat de consolider leur coopération dans les domaines logistiques, techniques et opérationnels. Alors, dans un contexte marqué par la montée des tensions régionales, quels leviers peuvent être activés pour faire face à une menace indirecte, souvent asymétrique, portée par des réseaux d'influence et des groupes armés affiliés à Téhéran?
Sur le plan militaire, la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Maroc s'est considérablement renforcée. Les exercices conjoints ne constituent pas de simples événements ponctuels, mais s'inscrivent dans une dynamique de consolidation des capacités opérationnelles. Ils permettent l'entraînement sur des armements et équipements désormais alignés sur les standards américains et ceux de l'OTAN, facilitant ainsi une éventuelle intervention directe des États-Unis si les circonstances et les intérêts stratégiques des pays partenaires l'exigent. Cependant, il est essentiel de rappeler que les États-Unis ne considèrent pas chaque crise locale comme relevant nécessairement de leur responsabilité directe. Les solutions les plus durables émergent souvent de l'intérieur, même des régions concernées. L'exemple du Maghreb, confronté à la menace d'Al-Qaïda, en est une illustration. Ce sont les gouvernements et les populations locales qui ont neutralisé cette menace, tant sur le plan social que sécuritaire. Dans ce type de contexte, les forces impliquées relèvent généralement moins du ministère de la Défense que du ministère de l'Intérieur. Cela souligne l'importance d'élargir notre approche sécuritaire au-delà des structures militaires conventionnelles. Il conviendrait ainsi d'envisager une coopération accrue avec les forces de sécurité intérieure et les services de renseignement locaux afin de répondre plus efficacement aux menaces émergentes telles que l'influence croissante de l'Iran en Afrique du Nord. George Landry, sous l'administration Biden, une convergence d'intérêts s'est manifestée entre l'Iran, la Chine et la Russie sur plusieurs dossiers géopolitiques. Cette dynamique complexifie davantage la position de pays comme le Maroc, confronté à des tensions récurrentes avec certains voisins, notamment l'Algérie. Dans ce contexte, quelles mesures le Maroc pourrait-il adopter pour consolider ses capacités stratégiques et se prémunir contre des menaces indirectes telles que celles émanant de l'influence iranienne? From proxy-type things such as Iran. C'est une question intéressante. Le Maroc s'inscrit dans une tradition ancienne de leadership éclairé, comme en témoignent ses efforts constants pour résoudre des crises complexes et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Il serait judicieux de poursuivre dans cette voie. D'une part, le Royaume a su jouer un rôle constructif en faveur de la stabilité régionale. D'autre part, il a démontré une capacité stratégique à tisser des relations solides avec les partenaires occidentaux, qu'il s'agisse de l'Union européenne, des États-Unis ou de l'OTAN. Tout en affirmant son attachement à la stabilité en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le Maroc s'est toujours distingué par une diplomatie fondée sur la sagesse et le dialogue. Mon conseil serait donc clair. Maintenir cette orientation stratégique, renforcer encore davantage ce positionnement équilibré et visionnaire. Merci à nos trois intervenants. Nous allons à présent marquer une courte pause. Alors restez avec nous, nous vous retrouvons dans quelques instants. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. La question des droits de douane est de nouveau au cœur du débat politique aux États-Unis, suscitant de profondes divisions, non seulement parmi les électeurs, mais également au sein des élites économiques et financières. Le président Donald Trump a ravivé son programme douanier républicain en proposant l'instauration de nouveaux prélèvements sur les importations ainsi que des pénalités visant les entreprises américaines opérant à l'étranger. Cette orientation protectionniste a provoqué de vives réactions, parmi lesquelles celle d'Elon Musk, PDG de Tesla et responsable d'un programme d'efficacité gouvernementale, qui a affirmé sans détour « Je ne pense pas que ce soit une décision judicieuse. Les droits de douane nuisent davantage à la compétitivité américaine qu'ils ne la renforcent. » De son côté, Donald Trump balaie ses critiques, arguant que ces mesures incarnent la force nationale à la résilience économique face aux défis mondiaux. Dans un contexte marqué par une inflation persistante et une montée des tensions commerciales, ce débat met en lumière le clivage profond entre le nationalisme économique et les principes du libre marché. Pour approfondir cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lori Watkins. Lori, bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors permettez-moi de revenir brièvement sur le seul débat opposant le président Trump à Kamala Harris. L'une des premières questions posées à Philadelphie portait justement sur les droits de douane. Et Kamala Harris y avait répondu de manière structurée et argumentée, exposant clairement les raisons de son opposition. Donald Trump, lui, avait répondu de manière hésitante. Aujourd'hui, élu président, il met en œuvre ce qu'il avait promis durant sa campagne. Alors Lori, quelles sont les réactions à Washington face à ces premières décisions?
Merci de nous avoir accueillis dans votre émission aujourd'hui. Pour ma part, je pense que les réactions actuelles étaient largement prévisibles. Ce constat n'est pas propre aux conservateurs et aux progressistes. Tous reconnaissent que rien de ce qui se passe n'est véritablement nouveau. Le président avait clairement annoncé ses intentions dès le départ. Pourquoi feindre la surprise aujourd'hui? Il suffisait de le prendre au mot. Il défend les droits de douane républicains depuis 1987. J'avais alors 7 ans, ce qui montre bien que cette position ne date pas d'hier. Ce qui m'interpelle davantage, c'est le silence relatif des chefs d'entreprise. Leur manque de prise de parole nuit, selon moi, non seulement aux citoyens américains et aux petites entreprises, mais aussi à leurs propres intérêts économiques. Plus ils tarderont à exprimer publiquement leurs préoccupations et à entamer un dialogue avec la Maison-Blanche, notamment avec Suzy Wiles, les secrétaires au commerce et au trésor, plus les conséquences risquent d'être graves. Il est impératif qu'ils exigent un plan cohérent et qu'ils s'adressent non seulement à l'opinion publique, aux investisseurs et aux dirigeants, mais aussi à nos alliés. L'absence de clarté dans cette politique tarifaire fragilise notre position à l'international, à un moment où certains prétendent paradoxalement œuvrer pour renforcer la sécurité nationale. Je serais d'ailleurs heureuse d'explorer plus en profondeur cet aspect du débat. Merci Laurie. Général Kimmitt, le président Trump a remporté l'élection en promettant de revitaliser le secteur manufacturier dans des États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et l'Ohio. Des régions souvent désignées sous le nom de Rust Belt, qui, selon de nombreuses analyses politiques, avaient été négligées. Alors vous, en tant que général, pourriez-vous nous parler de l'impact que la hausse des tarifs douaniers républicains pourrait avoir sur l'économie américaine? Je pense qu'il est essentiel de se poser la question suivante. Trump est-il réellement déterminé à maintenir ses tarifs douaniers? Il a révisé cette politique, arguant qu'en raison de ce qu'il perçoit comme des pratiques commerciales déloyales, 50 000 entreprises américaines ont délocalisé leurs opérations à l'étranger. Il partage, comme l'avait exprimé un candidat à la présidence il y a 30 ans, l'idée que nous entendrons des protestations de la part des membres de l'accord de l'ALENA. Trump estime que les tarifs douaniers peuvent jouer un rôle dans la relance de certaines capacités industrielles américaines sur le sol national. Cependant, la question demeure, va-t-il chercher à imposer des tarifs douaniers durables ou exercer des pressions pour la suppression des droits de douane imposés par d'autres pays afin de permettre à l'Amérique de rester compétitive? Par ailleurs, en ramenant une partie de la production industrielle aux États-Unis, nous avons observé des milliards de dollars d'investissements étrangers injectés dans l'économie américaine, que le président Trump présentera comme un succès de ses politiques. Il reste néanmoins incertain s'il va chercher à augmenter les tarifs douaniers américains à l'échelle mondiale pour forcer les autres pays à réduire les leurs, comme il l'a fait en menaçant les membres de l'OTAN de se retirer de l'Alliance à moins qu'ils n'augmentent leur contribution aux dépenses de défense. George Landrith, la Chine est engagée dans un conflit commercial de longue date avec les États-Unis. L'administration Trump a imposé un tarif douanier de 34% sur une large gamme de produits chinois entrant sur le marché américain dans le cadre de ce qu'il a appelé la Journée de libération, un durcissement justifié par un déficit commercial de 300 milliards de dollars entre les deux pays. L'un des premiers objectifs affichés par Donald Trump était aussi de mettre un terme à l'importation de drogue dure en provenance de Chine, qui transiterait par des laboratoires installés au Mexique, avant d'atteindre le territoire américain. Dans ce cadre, quel est le projet stratégique global que le président Trump cherche à mettre en œuvre vis-à-vis de la Chine, principal partenaire commercial des États-Unis en Amérique du Nord? Par ailleurs, cette reconfiguration des échanges commerciaux peut-elle représenter une opportunité pour des pays comme le Maroc? C'est une question pertinente si l'on observe la manière dont Donald Trump a imposé les tarifs douaniers. Lors de son premier mandat, on constate qu'il cherchait avant tout à obtenir de meilleurs accords commerciaux et à encourager une forme de libre-échange plus équilibrée. C'est, je pense, l'objectif qu'il poursuivait. Cela dit, je ne considère pas les tarifs douaniers comme intrinsèquement néfastes, ni comme une solution miracle. À certains égards, ils s'apparentent à une intervention chirurgicale. Ils peuvent être nécessaires, mais doivent être appliqués avec discernement. Il est donc indispensable d'analyser l'économie dans son ensemble avec suffisamment de recul pour déterminer les mesures les plus appropriées afin de rétablir un certain équilibre. Laurie, vous avez été conseillère politique auprès du président Obama qui lui aussi avait entrepris des négociations directes avec la Chine.
De son côté, Donald Trump privilégie également une approche bilatérale et se considère comme un fin négociateur, revendiquant sa maîtrise de l'art de la négociation. Pensez-vous, en tant qu'élu démocrate, qu'il serait pertinent de lui accorder un certain temps pour mettre à l'épreuve cette stratégie avant de formuler un jugement définitif et critique à son encontre? Il est ici question de notre économie, une réalité qui concerne l'ensemble des citoyens américains, indépendamment des clivages partisans entre libéraux et conservateurs. Pour répondre à votre question, permettez-moi de citer un important groupe de réflexion conservateur reconnu à Washington, D.C., qui a récemment formulé une critique explicite à l'égard de l'approche tarifaire de l'administration Trump. Selon cette institution, l'équipe de l'ancien président aurait ignoré une distinction fondamentale dans l'élaboration de sa politique commerciale. Leur analyse souligne une incohérence économique majeure reposant sur une erreur de calcul ayant pour effet de quadrupler les tarifs imposés par d'autres pays. Soyons précis, dans le raisonnement défendu par l'administration, les tarifs réciproques républicains étaient censés représenter la moitié du déficit commercial américain. Or, une des variables clés de l'équation repose sur l'élasticité des biens imposés face aux tarifs, estimés à 0,25. Selon ce même institut, cette valeur devrait en réalité s'élever à 0,945. Par conséquent, il est économiquement incohérent de multiplier l'élasticité de la demande d'importation par celle des prix de détail des biens concernés. Au-delà des marchandises, il est impératif d'élargir le débat aux services. La plupart de nos discussions actuelles se concentrent exclusivement sur les biens physiques, alors même que lundi dernier, l'Union européenne a commencé à examiner de près le dossier des services numériques. Ce tournant a déclenché une vive inquiétude chez plusieurs géants technologiques, notamment Meta, Google, Apple, qui avaient soutenu Donald Trump après sa victoire en novembre. Ces entreprises, tout comme Starlink d'Elon Musk, redoutent à présent l'instauration de frais supplémentaires de l'ordre de 30% sur certains services numériques. Il est important de souligner que cette mesure affecterait directement les consommateurs, qu'il s'agisse des données mobiles sur iPhone ou des services de messagerie électronique proposés par Google. Chacun d'entre nous en ressentirait l'impact. Bien, poursuivons notre discussion sur les tarifs douaniers. George Landwitt et Lori Watkins nous ont offert un aperçu détaillé de la position conservatrice sur le sujet. Il s'agit, rappelons-le, de personnalités et d'institutions que vous côtoyez régulièrement, telles que l'American Enterprise Institute, qui ont exprimé sans ambiguïté leur opposition à ces mesures, les qualifiant de contre-productives. À moyen terme, les effets sont déjà perceptibles. Les marchés financiers, notamment le S&P 500, ont enregistré une baisse notable, impactant directement l'épargne retraite de millions d'Américains. Alors la question qui se pose désormais est la suivante. Cette politique tarifaire produira-t-elle des effets bénéfiques à long terme ou sommes-nous en réalité à l'aube d'un ralentissement économique imminent dans les semaines à venir? Je suis convaincu que ces mesures produiront des effets positifs à long terme. Si l'on se penche sur le premier mandat du président Trump, on constate qu'il a utilisé les tarifs douaniers comme levier pour négocier des accords commerciaux plus favorables, ce qui a dans plusieurs cas permis de réduire ces mêmes tarifs. Il est également important de rappeler que cette approche ne relève pas exclusivement du camp républicain. Nancy Pelosi elle-même soulignait la nécessité de protéger les travailleurs américains à travers une politique tarifaire adaptée. Bernie Sanders partageait une vision similaire. Il existe d'ailleurs de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il défend l'idée que les droits de douane peuvent contribuer à préserver l'emploi et la sécurité économique des citoyens. Il est donc réducteur de rejeter cette politique uniquement parce qu'elle est aujourd'hui associée au président Trump, alors qu'elle a longtemps été défendue par des figures majeures, aussi bien à gauche qu'à droite. Général Kim, permettez-moi de vous inviter à endosser pour un instant votre casquette d'analyste financier. Pourriez-vous nous éclairer sur les éléments qu'il conviendrait d'observer de près dans les semaines et mois à venir, notamment sous l'angle de l'économie internationale? À mon sens, la question la plus cruciale à examiner est la suivante. Donald Trump cherche-t-il à instaurer des barrières commerciales durables?
Il est largement reconnu que cette approche s'oppose frontalement à la théorie de l'avantage comparatif développée par David Ricardo qui promeut un commerce libre et ouvert à l'échelle mondiale. Cependant, il semble que Trump ait bien compris que du fait que le consommateur américain représente le plus grand marché mondial, les tarifs douaniers peuvent constituer un levier de négociation stratégique pour obtenir des concessions. Autrement dit, l'objectif du libre-échange demeure, mais les moyens pour y parvenir diffèrent. Veut-il véritablement instaurer ces tarifs à long terme ou les utilise-t-il comme outil de pression à l'instar de sa stratégie vis-à-vis des pays de l'OTAN où il a menacé de se retirer de l'Alliance pour obtenir une hausse de leurs dépenses militaires, une approche qui a fini par porter ses fruits. Nous assistons aujourd'hui à un débat tendu, parfois empreint d'émotion. Il conviendrait peut-être de lui laisser une marge d'action avant de formuler un jugement définitif. Comme cela a déjà été souligné, il serait réducteur de n'évaluer ces politiques qu'à l'aune du court terme. Il faut également considérer leur effet à moyen et long terme. Cela dit, il est indéniable que ces mesures ont alimenté une volatilité accrue des marchés financiers avec un indice de volatilité passant de 15 à 54 points, un niveau que l'on n'avait plus observé depuis la précédente administration démocrate. Comme l'a rappelé George, le recours aux tarifs douaniers n'est pas l'apanage d'un seul camp politique. Toutes les administrations américaines y ont eu recours. Par exemple, l'un des facteurs ayant semé la confusion dans les secteurs de l'acier et de l'automobile fut l'imposition par le Canada du droit de douane sur l'acier américain durant la présidence de Joe Biden, décision à laquelle son administration a dû répondre. La véritable question, dès lors, est de savoir si Donald Trump poursuivra dans cette voie en maintenant ces tarifs ou s'il s'en servira comme levier pour inciter d'autres pays à réduire les droits qu'ils imposent aux consommateurs américains. Laurie, nous vous laissons le mot de la fin. Selon vous, quelle trajectoire l'économie mondiale est-elle susceptible d'emprunter dans les mois à venir? Quelles sont vos prévisions concernant l'évolution de l'économie américaine et quelles répercussions cela pourrait-il avoir sur des pays partenaires comme le Maroc? Des pays comme le Maroc doivent suivre cette situation de très près, au même titre que l'ensemble de la communauté internationale. Les décisions prises par le président américain, notamment à travers des décrets exécutifs et certaines mesures de rétorsion, ont engendré une méfiance généralisée, non seulement parmi les alliés et les partenaires des États-Unis, mais aussi au sein même de la population américaine. Je tiens à souligner que, pour ma part, je me sens sans doute plus proche de la réalité quotidienne des citoyens américains ordinaires et des citoyens du monde qui surveillent attentivement leurs comptes bancaires, leurs économies et non nécessairement leurs fonds de retraite, car beaucoup n'ont qu'un accès limité au marché boursier. Ce qu'ils constatent au quotidien, ce sont des hausses continues des prix des biens de consommation, des véhicules, de l'alimentation et du carburant, des domaines dans lesquels le président Trump avait pourtant promis une baisse. Or, jusqu'à présent, ces promesses ne sont pas traduites par une stabilisation. Les prix continuent d'augmenter. Merci Laurie. Ce que nous observons aujourd'hui illustre la vitalité de la démocratie américaine, où des idées divergentes, parfois controversées, peuvent être débattues de manière intelligente, stimulante et constructive, avec une vision résolument tournée vers l'avenir. Que réserve le futur à l'économie? Nul ne peut le dire avec certitude. Ces droits de douane dits républicains ne sont-ils qu'un levier de négociation temporaire ou annoncent-ils une nouvelle ère commerciale durable? L'incertitude demeure. Ce que nous pouvons affirmer en revanche, c'est que nous poursuivrons cette réflexion dans le cadre de votre émission depuis Washington, afin de vous tenir informé semaine après semaine de ce qui se passe dans la capitale américaine. Alors merci de votre fidélité et de votre attention. Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur les plateformes de Médian TV. Nos remerciements les plus sincères à nos invités, le général Mark Kimmitt, Dr Ramesh Separad, Laurie Watkins, ainsi qu'à notre chroniqueur George Landwitt et à Sholouk Diab, ainsi qu'à toute l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington.